Et donc, tout ce qui est engagé aujourd'hui n'est que la manifestation du mythe égyptien qui veut que le corps d'Osiris, qui symbolise en fait l'Afrique tout entière et qui a été démembré, dispersé, est en train d'être récupéré. Les membres sont en train d'être rassemblés. Alors, vous parliez tout à l'heure de combinaison entre le féminin et le masculin au sujet du léose. Une combinaison normalement qui ne devrait pas avoir lieu lors des cérémonies de léose. Donc, pour poursuivre le débat sur le féminin, j'avais une question à vous poser, une question plutôt actuelle. Alors, elle concerne le féminisme. Le féminisme européen trouve sa source dans le fait que les femmes européennes n'ont jamais réellement été considérées dans leur société. Ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, elles revendiquent plusieurs droits, qu'elles refusent de faire la cuisine ou le ménage. Et elles estiment, sans doute légitimement, ne pas à être soumises à leur mari. Et on peut les comprendre. En Afrique, le paradigme était tout autre. La femme africaine qui faisait la cuisine, le ménage et qui s'occupait de son mari, le faisait parce qu'elle était le pilier du foyer. Elle était considérée comme une reine et aucune décision concernant le foyer n'était prise sans son aval. C'est donc elle qui gérait ce foyer-là. Aujourd'hui, du fait de l'histoire, on constate que certains comportements qu'adoptait le colonisateur envers la femme dans sa société, à savoir la violence conjugale, la déconsidération totale, sont reproduits partout à travers le monde, notamment dans beaucoup de couples afro. Partant de là, est-ce qu'on peut considérer que le mouvement de l'afroféminisme est une solution pour les couples, ces couples africains-là, ou en tout cas pour les femmes africaines qui subissent la misogynie de beaucoup d'Africains aujourd'hui, malheureusement? Bon, vous posez une très bonne question. Bon, alors je vais préciser, je ne dis pas que les énergies du masculin et du féminin ne doivent pas se mélanger dans le léose, mais il y a un code. Il y a un code selon lequel il se fait. Parce qu'à un moment donné, de toutes les manières, ces énergies se combinent. Mais il y a un principe, et un principe dont on a tendance à s'éloigner. C'est simplement une petite alerte, en fait, pour dire, ben, portons un œil attentif à cela. Voilà. Sur la question du féminisme ou de l'afroféminisme, moi je ne crois pas aux vertus, peut-être que ça va heurter certaines sœurs, hein, mais je ne crois pas aux vertus de l'afroféminisme. Pourquoi? J'en reviens encore à ma question de la pensée symbolique. Vous l'avez très justement dit, dans une société patriarcale où la femme n'a pas le droit à la parole, où elle ne dîne même pas à la table avec son mari, elle dîne dans la cuisine. Dans certaines familles, c'était ça, les filles à la cuisine, les hommes au salon ou à la salle à manger, parce que ce patriarcat peut prendre différents aspects, même dans la sphère européenne. Il est tout à fait légitime que la femme revendique. Mais moi, je dis aux femmes, à nos sœurs qui se piquent d'être des féministes, qu'elles se trompent de combat. Et je dis plutôt qu'il faut que la femme africaine retrouve sa dimension sacrée, parce qu'en réalité, il ne s'agit que de cela. L'Afrique, c'est quand même le territoire où on a eu plus de reines. Le premier ministre du roi Narmer, c'est une femme. Et même si on voulait nous persuader du contraire, mais la graphie qui est mobilisée pour désigner ce personnage qui marche devant le roi Narmer atteste que c'est une femme. Les symboles, quand on les nomme dans la langue africaine, on voit, ça veut dire femme. Ça veut dire aussi Premier ministre, mais ça veut dire aussi femme. Ce sont des homophones. Voilà. Donc c'est là toute la pertinence de la méthode Kuma. Donc en réalité, nous savons que c'est la femme qui héritait dans les sociétés, dans la société africaine. Le lignage familial, le lignage social, la société politique africaine repose sur l'image de la femme. C'est le matriarcat. Ce sont des sociétés fondées sur la solidarité et le partage. C'est une évidence. Donc, moi je dis,
que nous gagnerons du temps à revenir à nos modèles où la femme est sacrée et que la femme ne doit pas se départir de cette dimension qu'elle a en elle. Parce qu'en fait, j'entends des sœurs dire, oui, on ne veut plus être des femmes piliers, des femmes potomitans. Et là, je dis, ben, allez-y avec vos bras musclés pour ne pas être des femmes potomitans. C'est dans votre pensée symbolique, c'est dans vos gènes. Et la dimension féminine de la société africaine n'est pas uniquement une question de la position, de la place de la femme. C'est-à-dire que tous les rites sont tournés vers le féminin. Le sacré est tourné vers le féminin. Le spirituel est tourné vers le féminin. Les objets mobilisés dans la vie de tous les jours, tout est incarné par le féminin. Le temple, c'est l'image d'une femme. Déjà, le temple, c'est l'image d'une femme. Les gens n'en ont pas conscience. Vous entrez dans une église, vous entrez dans un temple, vous entrez dans une mosquée, vous entrez dans une synagogue, vous pénétrez symboliquement dans le corps d'une femme. Et la grotte, par exemple, c'est l'image de la Vierge. Donc, Lourdes, avec ou sans apparition, c'est déjà la Vierge, la grotte. C'est déjà la Vierge. Donc, moi, je dis que nous avons un chemin à faire ensemble, hommes et femmes. Mais le combat des féministes européennes n'est pas le combat de la femme africaine. Et la femme africaine doit retrouver sa dimension sacrée. Et il y a des hommes prêts à les y aider. Donc, plutôt que d'être dans une logique d'opposition qui n'est pas dans notre pensée symbolique. Par exemple, nos ancêtres n'auraient jamais fait la démocratie, puisque la démocratie, c'est un modèle qui oppose les individus entre eux. Opposition, majorité, non. Tout le monde, nous sommes une seule grande famille par alliance, et chacun a son mot à dire dans la construction du pays. C'est ça. Voilà, donc pour répondre à votre question, pour moi, il y a plus que le féminisme, déjà. Parce que si nos ancêtres ont mis en œuvre ces modèles, c'était pour répondre à des problématiques qu'ils ont rencontrées au cours de ces 300 000 à 200 000 dernières années. Et donc, il y a une raison fondamentale. Pourquoi l'homme se retrouve le chef? Pour gouverner, pour écraser la femme en Afrique? Non. C'est parce qu'il faut éviter la notion de juge et parti. L'homme, la femme hérite de la terre, dans le village. Donc, on prend un arbitre qui sera neutre. Et pour garantir qu'il sera neutre, eh bien, ça sera un homme, puisque lui, il n'hérite de rien. Et en plus, il ne peut rien céder à ses enfants. Mais par contre, il joue un rôle d'arbitre. Il est neutre. Et donc, c'est pourquoi on prend le premier frère de la fratrie, voilà, premier frère maternel, et c'est lui qui est le chef. C'est lui qui est responsable des enfants de sa sœur. De sa sœur. Et le père des enfants n'a aucun droit en principe sur ses propres enfants. Voilà, et c'est le mythe d'Horus et de Seth, parce qu'en fait, Horus doit disputer à son oncle Seth le trône pour devenir lui-même roi. C'est ça, c'est ce que raconte le mythe égyptien. Bien sûr, tout nous ramène à l'Égypte. Alors, vous traitez également de l'approche philosophique du conte africain. En quoi le conte africain se singularise? Alors, très bonne question. Souvent, on nous présente comme étant... on présente l'Africain comme étant quelqu'un qui croit aux mythes, croit aux légendes et dans l'animisme et qu'il ne sait pas user de sa raison. D'accord? Vous vous rappelez des fameux propos de Senghor. L'émotion est nègre et la raison est hellène. Or, on s'aperçoit que dans nos contes, eh bien, c'est la manifestation même de la raison. C'est la manifestation de la raison. Vous avez trois figures du divin. Vous avez une façon de croire, mais en faisant intervenir sa raison, c'est Compère Lapin, qui est le débrouillard, puisqu'il fait toujours fonctionner sa raison pour se sortir des situations les plus embarrassantes. Et même pour railler le maître dans sa prétention à dire le droit. Et en même temps, vous avez Zamba, qui lui, présente celui qui n'a pas maîtrisé ses pulsions et qui est dans l'émotion. Et qui croit sur parole.
Lapin, il trouve, au cours de ses pérégrinations, il rencontre Lapin attaché à un arbre, mais solidement attaché. Et il lui demande, mais compère, que fais-tu là? Et Lapin lui dit, ah, si tu savais. Et il se met à pleurer. Alors il le touche par l'émotion. On m'a attaché à cet arbre en me disant que ce gros bœuf que tu vois là, si je ne le mange pas, en entier, eh bien, on me tuera. Et lui, sa gourmandise, son manque de raisonnement fait qu'il réagit à l'émotion et il dit, eh bien, compère, voilà ce qu'on va faire. Moi, je peux manger le bœuf, alors tu me détaches, je te détache et tu m'attaches à ta place. Et il se fait piéger. Et c'est toujours comme cela. Bon, il y a ce fameux conte où, situation de crise, de misère, il n'y a rien à manger, et Zamba se prétend dévorer, manger Lapin. Et donc, il monte un stratagème et il dit à son fils, bon, ton parrain, c'est Lapin, va lui dire que je suis mort, et quand il viendra, je lui ferai son affaire. Mais l'enfant n'est pas au courant. L'enfant, c'est un innocent. Donc, il vient lui dire, papa est mort. Il dit, ah, ton père est mort? Ah bon? Mais comment? Je l'ai vu hier en pleine forme. Comment il peut mourir subitement? Bon. Vas-y toujours, j'arrive. Mais la mère, l'épouse de Lapin, elle croit l'enfant sur parole et va tout de suite dire, mais comment? Le compère est mort. Elle s'effondre en larmes et tout. Elle dit, bon, voilà, on part. Et Lapin, lui, il dit, j'arrive. Mais il réfléchit. Et à un moment, il arrive, il trouve effectivement dans cette maison à l'ancienne, où on exposait le défunt à son domicile, il trouve Lapin exposé sur un grand drap blanc, il y a des cierges allumés, et déjà une partie du village qui est présent et qui pleure. Et lui, il regarde, il dit, est-ce qu'il a pété? Ça veut dire, est-ce qu'il a déjà fait un P? Vous l'avez vu faire un P? Et les gens disent, un P? Je dis oui, parce que vous savez, un mort n'est pas vraiment mort tant qu'il n'a pas pété. Et là, Zamba est pris au piège parce qu'il est obligé de démontrer qu'il est vraiment mort. Et là, il pète. Et là, Lapin se saisit de l'affaire et dit, vous avez déjà vu un mort qui pète? Bon, moi je rentre chez moi. Hein. Voilà. Donc, il a fait fonctionner sa raison. Il a fait l'expérience et il a démontré à tous que la voie à suivre, c'est d'utiliser la raison et de ne jamais croire sur parole. Et là-dessus, vous avez encore une autre image du divin qui est compère Loua, d'accord? Et Loua, c'est celui qui dit le droit, mais qui ne l'applique pas lui-même, d'accord? Alors, dans la sphère esclavagiste, c'est devenu l'image du maître qu'on raille. Mais il a cet aspect aussi du divin qui est très écologiste et qui intervient quand l'ordre de l'univers, quand la nature a été mise en déséquilibre par le fonctionnement, par l'action de l'être humain et qui dit le droit pour rétablir en fait l'ordre de l'univers qui est indépassable et qui est Maat. Voilà. Donc il y a ces deux aspects en fait. Bien sûr. Alors est-ce que vous avez un mot à adresser à la jeunesse africaine? Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Bon, moi, je pensais à votre magnifique, je ne sais pas si on peut appeler ça poème, mais le texte du petit enfant qui est dans la fin de votre ouvrage. Oui. Si vous voulez le clamer, c'est volontiers. Sinon, vous dites ce que vous voulez. Vous le cherchez. Ah, vous ne le connaissez pas par cœur? Non, je vais chercher le texte. Non, je ne l'ai pas par cœur. Il est assez long. Bon, c'est pas grave. Oui. En fait, j'aimerais dire à la jeunesse africaine que même si certains éléments ne sont pas apparents, qu'elle se situe à l'aube de sa renaissance. Le travail engagé depuis les années 40-50 par des personnages comme Théophile Obenga et surtout Cheikh Anta Diop en ténor firmin est en train de passer à un autre stade et dont ils verront les fruits. Et donc, tout ce qui est engagé aujourd'hui n'est que la manifestation du mythe égyptien qui veut que le corps d'Osiris, qui symbolise en fait l'Afrique tout entière, et qui a été démembré, dispersé,
est en train d'être récupéré. Les membres sont en train d'être rassemblés. Et il ne faut pas se tromper. Hein. Vous êtes dans votre renaissance où chacun, dans ses domaines respectifs, devra dire quelque chose de son ancestralité, mais aussi traduire ces schémas qui ont été pertinents sur plusieurs dizaines de milliers d'années dans cette époque moderne, et ils vont avoir en main les clés de l'avenir. L'avenir, ce n'est pas forcément de doter l'Afrique de la bombe atomique, mais d'inventer cette technologie du futur qui permettra d'enlever la clé de la bombe atomique aux mains des fous qui la possèdent et de rendre obsolète cette technologie et de pouvoir de faire en sorte que la Terre soit de nouveau un havre, ou on va dire un Porto Nuevo, un Pointe-à-Pitre, si on veut citer des ports de chez nous. En tout cas, un lieu de paix et d'une paix durable. Alors, je vais terminer justement par ce poème que vous allez retrouver, puisque nous avons eu le grand poète Guy Tyrolien qui avait écrit « Prière d'un petit enfant nègre », et j'ai voulu, à travers ce texte, résumer quelle était notre histoire, quel était notre présent et quel était notre avenir, quelle est la mission de tout enfant, que j'ai dit tout enfant Wuchika, mais en fait c'est tout enfant Kamite. Et je vous propose de le retrouver. Merci Jolo. Je vais chercher le texte. Prière d'un petit enfant Wuchikam. J'ai connaissance